Le cadre permanent de concertation entre acteurs politiques a repris ses activités depuis ce mercredi. Cette fois-ci, les partis politiques de l'opposition, du moins certains, ont pris part aux activités. Parmi eux, les partis politiques membres de la dynamique pour la majorité du peuple DMP. En lieu et place de la revendication de sa victoire de 2020, les représentants des partis membres de la DMP ont voulu plutôt revenir sur les questions qu'ils jugent essentielles pour les Togolais aujourd'hui. Il s'agit de la libération des prisonniers d'opinion, le retour des exilés et les problèmes sociaux. Ces représentants ont aussi souhaité que le cadre permanent de concertation soit réformé en vue d'en faire un cadre équitable de discussion et de prise de décision, ainsi que des discussions sur la situation créée par le changement de constitution du 6 mai dernier. Les porteurs de cet amendement de l'ordre du jour estiment que leur message a eu écho favorable puisqu'il leur a été promis de les inscrire à l'ordre du jour de la prochaine rencontre. La séance a aussi permis de renouveler le bureau directeur du cadre. Désormais, c'est Maître Tchassonet Traoré Mohamed du Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement MCD de l'opposition extra-parlementaire qui tient les rênes du CPC. La première vice-présidence sera assurée par M. Pascal Adoko de la CDPA. Le ministre Awateho Dabalo est le rapporteur général. Ce bureau travaillera sur les prochaines élections sénatoriales dans une durée de 3 mois. « 1,35 milliard de francs CFA, c'est la somme totale rassemblée grâce à la collecte des taxes sur les véhicules à moteur, TVM, au premier trimestre de l'année 2024. L'information a été rendue publique par la Direction générale du budget et des finances, DGBF. La dite somme surpasse celle de la période similaire de l'année précédente de 29,69%. Elle s'élevait à 1,04 milliard de francs CFA. Les 1,35 milliard de francs CFA de la TVM de ce trimestre représentent 60% des prévisions annuelles qui sont estimées à plus de 2 milliards de francs CFA. Ce résultat est le fruit du calendrier fiscal mis en place par l'Office togolais des recettes OTR, dont le respect a été rigoureux. Ce calendrier semble porter des fruits depuis quelques années au niveau des collectes. Notons que la TVM est la taxe perçue sur les véhicules à moteur, à l'instar des motocyclettes de 125 cm3, les tricycles, les véhicules utilitaires, les bus, les camions, les autobus et les gros porteurs. Cette taxe est comprise entre 5 000 francs CFA et 40 000 francs CFA selon le véhicule. Cette taxe a vu le jour en 2019 et a pour objectif d'assurer l'entretien des routes. Rappelons que d'après les rapports de la Direction générale du budget et des finances, des progrès ont été constatés dans plusieurs domaines comme le transport, où le port autonome de Lomé a enregistré 7 millions de tonnes en ce qui concerne le trafic marin, qui surpasse celle de l'année précédente de 1%. Ce progrès est également constaté au niveau de l'aéroport international Gnassingbé-Yadema, où les recettes du premier trimestre sont de 6% supérieures à celles de l'année 2023. En 2024, le Parlement togolais votait à l'unanimité le projet de loi autorisant l'adhésion du Togo à l'accord portant création de la Société islamique d'assurance, des investissements et de crédit à l'exportation, SIACE. Aujourd'hui, près de 5 mois plus tard, cette adhésion est officiellement actée. Ce lundi, le Togo est devenu le 50e membre de cette institution stratégique qui joue un rôle déterminant dans la mobilisation des capitaux nécessaires au développement des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, OCI. Bien que le Togo ne soit pas signataire de la charte de l'OCI, le pays est membre de la Banque islamique de développement, BID, et bénéficie de ses financements. L'intégration à la SIACE, une entité du groupe BID, représente un atout majeur pour l'économie togolaise. La SIACE a pour mission de faciliter non seulement les échanges commerciaux internationaux, mais aussi les investissements directs étrangers au sein des pays membres de l'OCI. Cet accord offre au Togo l'opportunité de stimuler son développement socio-économique en favorisant l'accès au crédit à l'exportation pour les biens produits localement. En outre, il propose des solutions d'assurance crédit, des mécanismes d'atténuation des risques politiques ainsi que des services de rehaussement de crédit.
Cette initiative constitue une réponse aux défis de financement auxquels sont confrontées les entreprises du secteur privé, en particulier les opérateurs économiques locaux. Les retombées de cet accord seront observées dans les années à venir au fur et à mesure de sa mise en œuvre et de l'intégration des entreprises togolaises dans ce nouveau cadre financier. Reste à voir comment ces opportunités seront exploitées pour renforcer le tissu économique national, puisque cette adhésion s'inscrit dans le cadre de la feuille de route 2025 du gouvernement. Pour la première fois en 28 ans, le Nigeria produit de l'essence. Une nouvelle raffinerie près de Lagos a été construite par le milliardaire Aliko Dangote. Sa capacité de 650 000 barils par jour fait d'elle la plus grande raffinerie d'Afrique. C'est une étape cruciale pour un pays confronté aux pénuries de carburant. Malgré des milliards dépensés, les 4 raffineries officielles n'ont jamais vraiment fonctionné. Au cours des 28 dernières années, nous n'avons vraiment pas réalisé ce genre d'accomplissement. Mais vous pouvez voir qu'il y a des vidéos de 1974 où vous avez des files d'attente pour l'essence et ces files d'attente sont toujours là. Cela éliminera toutes les files d'attente pour l'essence au Nigeria. Cela améliorera la santé de tout le monde. Cela garantira également une fourniture constante sur le marché. Cette raffinerie doit répondre non seulement aux besoins en pétrole du Nigeria, mais aussi de toute l'Afrique subsaharienne. J'espère que cette raffinerie va réellement changer toute la dynamique, non seulement au Nigeria, mais en Afrique subsaharienne. La capacité que nous avons ne répondra pas seulement à la demande du Nigeria, mais aussi à celle de l'Afrique subsaharienne, au moins. Ce projet est une avancée vers l'indépendance énergétique du Nigeria. Bien que le pays soit le premier producteur de pétrole en Afrique, il est encore obligé d'importer de l'essence. Lancement imminent de la vaccination contre le Mpox en République démocratique du Congo. Le pays a reçu jeudi les premières doses de vaccin contre la pathologie. C'était un lot de 100 000 doses fabriquées par la société danoise Bavarian Nordic, un don de l'Union européenne par le biais de son agence consacrée aux urgences sanitaires. Kinshasa attend samedi 100 000 doses supplémentaires, alors que les partenaires occidentaux ont promis 380 000 doses de vaccins, selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Très loin cependant des 3 millions dont la RDC, épicentre de l'épidémie à l'échelle mondiale, a besoin pour sa riposte. La semaine dernière, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies déclarait qu'il y avait près de 23 000 cas de variole et 622 décès sur le continent africain, alors que les infections avaient fait un bond de 200%. La famille de l'athlète ougandaise Rebecca Cheptegei est sous le choc après la perte brutale de leur fille suite à des brûlures infligées par son partenaire. Ce drame laisse une famille dévastée en quête de justice. Dans l'état actuel des choses, le criminel qui a fait du mal à ma fille est un meurtrier. Et j'attends, mais je n'ai toujours pas vu d'action de la part des autorités. Il est encore libre et pourrait même s'enfuir, alors que j'ai perdu ma fille, l'enfant sur lequel je comptais. Je n'ai aucune force, je ne cesse de blâmer les policiers. Ils étaient chargés d'assurer la sécurité au domicile de mon enfant, mais ils ont échoué. Je n'ai plus rien à dire. Brûlée à 80% dimanche, Rebecca Cheptegei a succombé à ses blessures dans la nuit de mercredi à jeudi, moins d'un mois après sa participation au JO de Paris. Il s'agit d'une défaillance de plusieurs organes due aux brûlures, des brûlures graves sur une partie importante de son corps. Ces dernières ont entraîné une défaillance de plusieurs organes, dont une défaillance rénale, cardiovasculaire. La plupart de ces organes ont lâché à la suite de ces blessures.
La mort de Cheptegei ravive le débat sur les violences conjugales au Kenya. En 2023, 11 millions de femmes ont signalé des agressions sexuelles. Quelle est l'empreinte de l'islamisme radical dans l'Algérie d'aujourd'hui ? Les idéaux, le projet porté par l'islam politique incarné par le FIS, le Front islamique du salut, au début des années 1990, ont-ils encore une résonance en 2024, à l'approche de cette élection présidentielle ? Le FIS naît dans la foulée du multipartisme en 1989. Pour lui, l'islam est la solution à la crise politique et culturelle que connaît l'Algérie d'alors. Fin 1991, il prend le régime de cour et remporte largement le premier tour des législatives. Un scrutin annulé par les militaires en janvier 1992. Le parti est dissous en mars, la violence va crescendo. S'en suivront des années, une décennie, de guerre civile et au moins 150 000 morts. Ahmed Merani a été l'un des dirigeants du FIS naissant qu'il a vite quitté début 1991. Pour lui, les Algériens se sont rendus compte que les islamistes de cette époque ne pouvaient être l'alternative au régime de parti unique. Rares seraient ceux à se reconnaître aujourd'hui dans la radicalité d'alors. Les candidats à cette élection savent qu'ils n'ont pas besoin d'un supposé électorat résiduel du FIS. Ils n'ont pas cherché à savoir quelle serait la position de cette frange de la population, si elle existe. Si demain un parti se présente vraiment comme islamiste et participe à une élection, il n'est pas certain qu'il bénéficiera du soutien de tout le peuple algérien. 2 candidats seulement vont affronter le président sortant, Abdelmadjid Tebboune, le 7 septembre. Parmi eux, Abdelali Hassani Chérif, candidat du MSP, un parti islamiste historiquement proche des frères musulmans. Pour ce responsable du MSP, le Hirak, ce mouvement de contestation populaire né en 2019, puis durement réprimé par le pouvoir, a tout balayé sur son passage et rendu les vieilles idéologies, dont l'islamisme radical, totalement caduques. Le projet d'instaurer un État islamique est un rêve qui appartient au passé. Les Algériens aspirent maintenant à un État de droit, un État équitable, où la loi est respectée, où la citoyenneté est consacrée, où il y a du travail et l'égalité des chances. Un État où l'argent public est préservé de la dilapidation. La mouvance islamiste modérée est diverse dans l'Algérie d'aujourd'hui. Abdelkader Bengrina, un dissident du MSP, a créé son propre parti El Bina il y a une dizaine d'années. Lors de la dernière présidentielle en 2019, il était candidat et est arrivé 2e avec un peu plus de 17% des suffrages. Cette année, il ne se présente pas et soutient le président sortant. J'espère que ce que nous constaterons à l'occasion de cette élection, c'est de la maturité politique et que nous sommes passés à une étape où la concurrence se fait sur la base des programmes, que personne ne s'arme avec une idéologie, car la dernière réforme constitutionnelle a bien mis fin à l'idéologie dans la politique en mettant en avant les 3 principes de la déclaration du 1er novembre 1954, qui sont le nationalisme, la démocratie et l'islam. Au fil des années, la société algérienne s'est islamisée et l'islam politique modéré est devenu une sensibilité politique comme les autres dans le pays. Certains partis ayant même des ministres au gouvernement sous les présidents Bouteflika et Tebboune. C'est un nouveau drame de l'immigration, le pire dans la Manche cette année. 12 personnes au moins parties du nord de la France en direction de l'Angleterre ont péri dans le naufrage de leur embarcation à environ 15 km au nord de Boulogne-sur-Mer. Des femmes pour la plupart, érythréennes, la moitié étaient mineures, une était enceinte, beaucoup étaient sans gilet de sauvetage. Après dislocation du canot, 51 personnes ont pu être secourues, précise le ministre français de l'Intérieur. Gérald Darmanin reconnaît un drame et réclame des mesures migratoires accrues entre Bruxelles et Londres. Ce sera sans doute le rôle du prochain gouvernement dès qu'il sera nommé, et donc du prochain ministre de l'Intérieur, de négocier ce que nous demandons et ce qui a été demandé par le président de la République à Boris Johnson il y a plus de 2 ans, un traité migratoire entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. La priorité est dans la traque des passeurs pour le maire du Portel. J'estime que ce sont des salopards, j'ai pas peur de dire le terme, qui aujourd'hui, pour
quelques milliers d'euros, sont prêts à sacrifier la vie de ces pauvres migrants. Les associations, elles, pointent à nouveau le traitement des migrants clandestins en France. Les exilés prennent la mer parce que les camps sont démantelés, parce qu'ils vivent dans des conditions déplorables, parce qu'ils sont traités comme des animaux, parce qu'il y a de plus en plus de forces de l'ordre qui vident les camps, qui vident leur abri de fortune, qui enlèvent les couvertures, les tentes. Une enquête a été ouverte, notamment pour homicide involontaire aggravé. Les drames se sont succédés depuis le début de l'été dans la Manche. 6 migrants morts dans 3 naufrages distincts mi-juillet. Et avec celui de mardi, ce sont au moins 37 personnes qui sont décédées entre la France et le Royaume-Uni depuis janvier 2024.